Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce chat live consacré aux aides au logement étudiants. Donc cet événement, il est organisé par la CAF de l'Hérault en partenariat avec les CAF de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, du Gard et de la Lozère. Avant de commencer, nous souhaitions adresser toutes nos félicitations aux nouveaux bacheliers. C'est une étape qui est très importante, souvent synonyme de nouvelles responsabilités, mais également de premières démarches, et notamment pour le logement. Pendant toute la durée de ce live, nous allons tenter de répondre au plus grand nombre de personnes. Alors n'hésitez pas à voter pour les questions que vous jugerez pertinentes pour que nous puissions y répondre en priorité. Nous savons que certaines questions, elles peuvent revenir de façon récurrente. Donc, lorsque nous recevrons plusieurs questions que nous jugerons similaires, nous essaierons de les regrouper afin de vous apporter une réponse la plus claire et la plus complète possible. Concrètement, vous pouvez nous poser vos questions en direct via le module de conversation. Si vous êtes sur ordinateur, il vous suffira de cliquer sur la bulle conversation qui sera en haut à droite de votre écran. Et si vous êtes sur mobile, vous la trouverez en bas de votre écran. Nos experts y sont mobilisés tout au long de ce chat pour pouvoir vous répondre en direct. Et votre question, elle sera publiée ainsi que sa réponse directement dans le module de conversation. Petit point très important, dans un souci de respect du secret professionnel, nous ne pourrons pas répondre aux questions qui portent sur les dossiers personnels, ni à celles qui a trait à d'autres sujets que les aides au logement étudiants. Sachez également qu'il y aura un enregistrement de ce chat ainsi que l'ensemble des questions-réponses qui seront disponibles dès la semaine prochaine sur lecaf.fr dans la rubrique Ma CAF ainsi que sur nos réseaux sociaux. Nous espérons que nous pourrons vous apporter un maximum de réponses utiles et concrètes pour pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Sylvie, experte qui va nous accompagner durant ce chat et essayer de répondre à toutes vos questions. Bonjour à toutes et à tous, enchantée d'être parmi vous pour répondre à toutes vos questions. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai une première question, Sylvie. Imaginons un étudiant qui cherche un logement pour la rentrée. Quelle est, selon vous, la première chose qu'il va devoir faire ? Alors, la première des choses sera effectivement d'effectuer une simulation sur le site caf.fr de manière à ce qu'il puisse savoir s'il peut bénéficier d'une aide au logement. Et bien évidemment, le montant de cette aide au logement auquel il peut prétendre. D'accord. Donc concrètement, cette simulation, elle doit être faite avant même de choisir le logement ? Alors, c'est fortement recommandé. Effectivement, la simulation va permettre d'anticiper son budget réel, c'est-à-dire le montant du loyer moins l'aide personnalisée, c'est-à-dire qu'il va savoir exactement ce qu'il va pouvoir débourser. Cela évite aussi de s'engager dans un logement sans connaître le coût final de la location qu'il va engager en fait. D'accord. On entend souvent dire que les montants ils peuvent varier d'une situation à l'autre. Qu'est-ce qui va expliquer ces différences concrètement ? Alors, le calcul de l'aide au logement, effectivement, dépend de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a la nature du logement, le type de logement qui va être loué. Bien évidemment, le montant du loyer qui va contribuer à cela. La localisation géographique. Ça peut être sur Montpellier, mais ça peut être ailleurs dans une autre commune de l'Hérault. Mais aussi, bien évidemment, la situation personnelle de chaque étudiant. D'accord. Voilà. Donc, cela signifie que pour deux logements différents ou deux étudiants différents en fonction de leur situation familiale, etc., le montant de l'aide peut être évidemment différent. D'accord. Donc, le mieux, c'est de faire une simulation, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. Le mieux, c'est de faire effectivement une simulation de manière à connaître effectivement déjà si on a un droit, si on peut prétendre à une aide de logement et le montant de l'aide à laquelle on peut pouvoir prétendre. Donc, ne vous inquiétez pas, nous vous mettrons dans le module de conversation le lien vers la simulation sur le caf.fr ainsi que la liste de tous les documents que vous devrez avoir avec vous pour faire cette simulation. Maintenant, on va parler du logement. Sylvie, là on rentre dans le vif du sujet.
tous les logements, ils ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les principales options qui vont s'offrir aux étudiants? Alors, effectivement, il y a différents types de logements. Ça peut être un appartement ou un studio qui peut être loué nu ou meublé. Ça peut être une colocation. Ils peuvent louer en tant que colocataire avec plusieurs colocataires dans le logement. Oui. Ils peuvent intégrer des résidences universitaires ou encore se tourner vers des solutions comme des foyers de jeunes travailleurs ou bien encore des chambres chez l'habitant. D'accord. Ça peut être possible. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que les foyers de jeunes travailleurs, ils sont souvent méconnus. Est-ce que vous pourriez nous préciser à quoi cela correspond exactement? Alors, les foyers, ce sont des logements temporairement destinés aux jeunes, avec des loyers généralement modérés et parfois un accompagnement social ou professionnel en fonction du jeune qui va louer. Cela peut être effectivement une solution intéressante, notamment pour les étudiants ou les jeunes en début de parcours. D'accord. Donc, concernant le garant, effectivement, tous les étudiants, ils n'en ont pas. Quelle solution existe aujourd'hui? Alors, effectivement, la plupart des garants, ce sont les parents pour ces jeunes Oui. étudiants. Donc, si toutefois il n'y a pas de garant pour pouvoir louer un logement, il est possible de recourir à la garantie Visale. Donc, D'accord. c'est une caution locative gratuite accordée par Action Logement. Donc là, il faut faire la démarche directement sur le www.visale.fr et là, tout est indiqué en fait. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie, pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les conditions d'attribution. Concrètement, qui peut bénéficier des aides au logement? Alors, les aides de logement peuvent y bénéficier tous les étudiants qui commencent ou qui poursuivent leur étude en France. Et également, les étudiants qui sont mineurs peuvent également faire leur demande d'aide au logement. Ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on ne fait pas d'aide au logement. On peut effectivement formuler une demande d'aide au logement quand on est mineur. D'accord. Est-ce que certaines situations, elles vont exclure l'accès à cette aide? Alors, oui, effectivement. Alors, c'est assez rare, mais il y a des jeunes étudiants qui sont propriétaires. Et là, pour le coup, il n'y a pas droit à l'aide au logement. Également, des jeunes souhaitent louer à des propriétaires qui sont tout simplement leurs parents ou grands-parents, ascendants ou descendants. Et là, ils ne peuvent pas offrir droit à une aide au logement. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Donc maintenant, on va poursuivre avec une question qui est très fréquente, notamment chez les étudiants qui vont cumuler études et emploi. Est-ce que, par exemple, un étudiant qui va travailler, il peut quand même bénéficier de l'aide au logement? Alors oui, tout à fait. Donc un jeune étudiant qui effectivement, parallèlement à ses études, travaille, ça ne l'empêchera pas de bénéficier d'une aide au logement. Tout à fait. Il peut effectivement avoir recours à une aide. Lorsque vous avez moins de 28 ans, vos droits sont évalués de la même manière qu'un étudiant qui ne travaille pas. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, pour être très clair pour les personnes qui nous regardent, travailler à côté de ses études, ça ne va pas nous pénaliser forcément pour avoir accès à cette aide. Tout à fait, ce n'est pas un frein, hein. Évidemment. Okay. Vous pouvez bénéficier donc de cette aide au logement. Il faut juste comprendre comment les ressources sont prises en compte dans le calcul. Alors justement, c'est une question qui est assez essentielle. Quelles sont les ressources qui vont être prises en compte pour pouvoir calculer le montant de l'aide? Alors, justement, il faut distinguer donc deux situations. Okay. Il y a les étudiants de moins de 28 ans et les étudiants de plus de 28 ans. Donc, des étudiants de moins de 28 ans, le calcul de cette aide est fait à partir d'un plafond de ressources. D'accord. Voilà. Auquel cas, ce jeune qui a moins de 28 ans ne doit pas déclarer ses revenus. Ok. Le calcul va être fait en fonction d'un plancher. La différence qu'il peut y avoir, c'est avec un étudiant non boursier et un étudiant boursier où le plancher de ressources va être différent pour le calcul de l'aide au logement. D'accord. Donc, un étudiant de moins de 28 ans, il peut travailler sans que cela modifie directement le calcul de l'aide?
Oui, tout à fait. Ok. Un étudiant de moins de 28 ans peut travailler, ça ne va pas modifier le montant de son aide puisqu'on on va prendre en compte que les ressources, le plafond de ressources et non pas ses propres revenus. Donc Sylvie, vous parliez de deux situations, moins de 28 ans, plus de 28 ans. On n'en a traité qu'une pour l'instant, alors il en manque. Il y a donc les étudiants de plus de 28 ans. C'est ça. Donc dans ce cas, le fonctionnement est différent. L'aide au logement est calculée à partir des ressources réelles perçues sur les 12 mois qui précèdent l'ouverture du droit. D'accord. Voilà. Donc là, on va plutôt être sur un suivi qui est plus régulier. Moins de 28 ans, c'est un plafond. Là, c'est au réel. C'est ça. Ça va être les ressources donc réelles qu'on va prendre en compte. Et du coup, le droit va être recalculé tous les trimestres. D'accord. Et est-ce que dans ce calcul-là, les revenus des parents, ils vont être pris en compte? Alors, non, bien évidemment, les revenus des parents ne sont pas pris en compte, ne seront pris en compte que les revenus du jeune étudiant. D'accord. Voilà. Et par contre, je sais que parfois, il y a une notion de foyer fiscal. Est-ce que vous pourriez quand même nous préciser ce Alors point, oui, évidemment. Sylvie? Donc, c'est pas parce qu'on ne prend pas en compte les revenus des parents que par contre le jeune ne peut pas être rattaché fiscalement au foyer de ses parents. Bien D'accord. évidemment, il peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents D'accord. et demander son aide tout en étant rattaché au foyer fiscal de ses parents. Mais pour le cas, on ne prendra pas en compte les revenus de ses parents, bien évidemment. Hein. Ok, très bien. Voilà. Donc, en résumé, pour toutes les personnes qui nous regardent, travailler n'empêche pas d'avoir une aide. Le calcul, il va dépendre de l'âge et ce sont uniquement les ressources de l'étudiant qui sont prises en compte. Et ça, c'est un point vraiment très important parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, hein, Sylvie, sur ce Tout à sujet. fait. Donc maintenant, on va parler d'un autre cas qui est assez fréquent, c'est les alternances. C'était mon cas également avant de rentrer dans le monde du travail à temps plein. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les étudiants qui sont en contrat d'apprentissage, Sylvie, ou de professionnalisation? Alors, tout à fait, il y a une différence importante. Les personnes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas considérées comme étudiants au sens des aides au logement. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, leur situation est traitée comme une activité professionnelle. Bien évidemment, quand on est en contrat d'apprentissage, on est apprenti. Oui. Et quand on est en contrat de professionnalisation, on est salarié. Salarié. D'accord. Et est-ce que ça change quelque chose pour le calcul de l'aide? Alors oui, complètement. J'imagine. Complètement. Contrairement aux étudiants classiques donc, de moins de 28 ans, les alternants qu'on appelle en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ne relèvent pas du forfait du plafond de ressources qu'on a Oui. parlé précédemment, Tout à fait. mais leur aide est calculée sur la base de leurs revenus réels. Ah oui, ça Hein, fait toute la voilà. différence. C'est pourquoi il est absolument essentiel de déclarer le bon statut. Oui, Hein, oui. voilà. Donc, ce n'est D'accord. pas le statut étudiant pour ces jeunes-là. D'accord, donc si je comprends bien, si moi je suis apprenti, je ne peux pas me déclarer comme étant un étudiant. Tout à fait. Vous devez vous déclarer en tant qu'apprenti. D'accord, c'est très clair. Donc c'est vrai que ça, c'est une erreur quand même qui est assez fréquente et qui peut avoir vraiment de grosses conséquences sur le calcul de vos droits. Donc attention, déclarez la bonne situation. Et est-ce qu'il y a des spécificités fiscales pour ces profils-là? Alors oui, tout à fait. Donc les jeunes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation bénéficient d'une exonération fiscale sur une partie de leur revenu chaque année. D'accord. Hein. Donc d'où l'importance de bien déclarer la bonne situation. C'est bien de le repréciser, je pense, Sylvie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler d'une étape importante, enfin une rubrique très importante qui est l'impact sur les parents. Le fait qu'un étudiant il perçoive une aide a des conséquences forcément sur le dossier de ses parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles? Oui. Alors, lorsqu'un étudiant devient allocataire, il n'est plus considéré à charge sur le dossier de ses parents, si bien évidemment les parents perçoivent des prestations à sa faveur. Oui. Donc, cela peut entraîner une baisse, voire une suppression de certaines prestations familiales sur le dossier des parents. D'accord. Il y a une question qui revient de façon assez fréquente, c'est comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est le plus avantageux entre l'aide pour l'étudiant et les prestations des parents?
Alors, tout simplement, et c'est ce qui est certainement le plus fiable, c'est de faire des simulations. Encore une fois, on vous mettra tous les liens en commentaire pour que vous puissiez aller faire les C'est ça, simulations sur c'est les ça. cartes. Donc l'étudiant peut estimer son droit à l'aide au logement et de leur côté, les parents également, en enlevant l'enfant à charge, D'accord. voilà, peuvent Ok. voir les droits auxquels ils peuvent prétendre sans avoir le jeune à leur charge. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de raisonner au niveau du foyer dans son ensemble et pas uniquement du côté de l'étudiant, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Donc il faut prendre effectivement ce qui peut sembler le plus avantageux. Alors ça peut être le plus avantageux pour l'étudiant, comme ça peut être le moins avantageux pour la famille. Donc il faut faire un comparatif et prendre le plus avantageux. D'accord. Et si, parce que ça peut arriver, si jamais on se rend compte après coup que ce n'était pas forcément le bon choix, est-ce qu'on va pouvoir revenir en arrière? Alors, on va pouvoir revenir en arrière, bien évidemment. Il suffit que le jeune, en tous les cas l'allocataire, nous en fasse la demande. D'accord, Hein. tout simplement. Donc, il nous a fait la demande et effectivement, on reviendra en arrière sur son dossier de manière à ce qu'il soit de nouveau pris en charge sur le dossier de ses parents. D'accord. Donc là, petit conseil assez simple, prenez le temps de faire vos calculs ensemble, en famille, avant de faire une demande. C'est le meilleur moyen de faire un choix éclairé. Maintenant, on va passer au vif du sujet, la demande de l'aide. La démarche, comment on va faire la démarche pour faire la demande d'aide au logement? Alors, la demande d'aide au logement doit être effectuée dès l'entrée dans le logement, dès qu'on a signé son bail, dès qu'on a les clés. Alors, pas avant. C'est bien au moment où l'étudiant possède donc les clés et commence à payer un loyer qu'il faut qu'il fasse sa démarche. D'accord, donc en fait, ça ne sert à rien de le faire en avance. Non, parce que de toute façon, la demande ne sera pas traitée avant. Ah ben voilà, Voilà. au moins ça c'est dit. Voilà. Et tout ça, est-ce que ça se fait en ligne? Alors oui, tout à fait. L'intégralité des démarches se fait directement en ligne sur le site du caf.fr. D'accord. Maintenant, on va essayer de répondre à des questions qui sont très pratiques et que se posent les étudiants, mais aussi leurs parents. Première situation, un étudiant, il peut bénéficier d'une aide, même si ses parents ne sont pas allocataires. Mais si les parents, ils sont déjà allocataires, est-ce qu'il y a des démarches spécifiques à faire? Alors, non, dès lors que la demande d'aide au logement de l'étudiant va être traitée, le dossier des parents va être automatiquement informé de ce traitement et donc ça va être fait automatiquement sur le dossier des parents. Le jeune sortira systématiquement du dossier. D'accord, donc concrètement, on fait la demande et l'ajustement, il va se faire automatiquement derrière. Tout à fait, exactement. Ok. C'est un fonctionnement automatique, donc qui évite les démarches supplémentaires, bien évidemment. D'accord, merci beaucoup Sylvie. Autre cas qui est très fréquent, c'est la question du territoire. Si un étudiant, il prend un logement dans l'Hérault, mais que ses parents, par exemple, habitent dans un autre département, on va prendre le Gard, qu'on salue, où doit-il faire sa demande? Alors, toujours pareil, on n'a pas besoin de se déplacer si on habite dans le Gard et qu'il y D'accord. en a, on a une demande à faire dans l'Hérault, puisque tout se fait en ligne. D'accord, ok. Donc, le principe, c'est de faire donc, sa demande sur le caf.fr. Du coup, il faut comprendre que l'étudiant est rattaché à la CAF du département dans lequel se situe son logement. D'accord. Donc, il dépendra plus du Gard si effectivement ses parents percevaient auprès de la CAF du Gard, mais il dépendra, lui, de la CAF de l'Hérault. D'accord. Voilà. Donc c'est bien le lieu du logement qui va déterminer l'organisme de rattachement et Tout pas à fait. celui des parents. Tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Sylvie. Maintenant, on va prendre un troisième exemple qui est très concret. Un étudiant était l'année dernière dans l'Aude et il arrive à Montpellier pour ses études. Comment se passe le transfert de son dossier? Donc, est-ce qu'il y a un simple changement d'adresse? Ça va suffire ou pas? Alors non, bien évidemment que non. Toujours pareil, il faut que l'étudiant fasse sa demande d'aide au logement en ligne pour son nouveau logement. Donc, si je comprends bien, déménager égale refaire sa demande. Oui, tout à fait. Hein, dès lors qu'on déménage, il faut refaire une nouvelle demande d'aide au logement. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, du coup, il y a un transfert qui se fait automatiquement d'une CAF à l'autre, ce qu'on appelle une mutation de dossier. D'accord. Et donc, une fois que ce transfert il aura été effectué et traité, j'imagine que... La demande sera enregistrée.
Bon, ben c'est parfait. Donc, on va résumer maintenant, puisqu'on est là pour ça. Donc, la demande, elle se fait à l'emménagement, pas avant, mais ne tardez pas à la faire car elle n'est pas rétroactive. Une fois allocataire, le jeune sort automatiquement du dossier CAF de ses parents. On dépend toujours de la CAF du lieu de son logement. Et en cas de déménagement, il faut impérativement refaire une demande. Ce sont des points qui sont vraiment essentiels parce que eux aussi, ils sont l'objet d'erreurs très fréquentes. Maintenant, nous allons rentrer dans des cas encore plus pratiques. Illustrons cela avec quelques exemples vraiment concrets. Si un étudiant, il est en colocation, comment est-ce que ça va se passer pour lui, Sylvie? Alors, bien évidemment, donc, vous pouvez être en colocation. Il va falloir que chaque colocataire, chaque jeune, fasse sa propre demande d'aide de logement en indiquant son montant, son propre montant, sa part de loyer qu'il paye. D'accord. Donc, je vous propose maintenant d'aborder une question qui est souvent l'objet de confusion. Quelle est la différence entre une colocation et une vie en couple? Alors, donc, la colocation, c'est vraiment chacun a un bail et chacun doit faire sa demande d'aide au logement. D'accord. Quand il s'agit d'une vie en couple, alors là, pour le coup, on fait qu'une seule demande. D'accord. Pour le couple. Donc, même si chacun y paie une part du loyer, c'est pas de la colocation. Alors, dès lors qu'on vit en couple, il faut déclarer la vie de couple et indiquer la part totale du montant du loyer. D'accord. Alors que la colocation, on divise le loyer en deux et chacun fait sa demande et indique sa part du montant du loyer qu'il paye. Et donc, pour pouvoir déclarer la situation de couple, ça se passe comment, Sylvie? Alors, c'est effectivement un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant. J'imagine. Parce qu'une mauvaise déclaration peut entraîner, évidemment, un mauvais calcul de l'aide. Il faut retenir une règle qui est assez simple. Si vous vivez avec votre petite amie, vous devez déclarer donc votre vie de couple et non la colocation. Donc ça, c'est important. Et pour le coup, il faut indiquer, bien évidemment, la date depuis laquelle vous vivez ensemble et non pas la date du premier bisou. Oui, comme c'est beaucoup important. ont tendance à faire. Ah oui, Voilà. effectivement, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, on est bien sur une notion de vie commune, en fait. Tout à fait. C'est bien, Voilà. c'est bien la notion de... Alors, ça fait un peu peur parce que souvent, il est mentionné la vie maritale. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et nous, on entend par vie maritale vie Mariage, de couple. Voilà. oui, voilà, Ce n'est pas et ça- du tout un oui. mariage. C'est une vie maritale, c'est une vie de couple. D'accord, ok, Voilà. très bien. À l'inverse, qu'est-ce qui va caractériser une colocation? Alors, la colocation correspond à une situation dans laquelle plusieurs personnes partagent un logement. Oui, Donc, il y a généralement, ils ont chacun leur chambre, voilà, et ils ont des parties communes dans lesquelles ils vivent, c'est-à-dire la cuisine, salon, Oui. salle à manger, etc. Voilà. Donc, ils ont soit un bail commun sur lequel ils figurent, soit ils ont des baux individuels. d'accord. Et dans ce Voilà. cas de figure-là, comment va fonctionner la demande? Alors, chacun doit déclarer précisément sa situation. Donc, je répète de nouveau, il faut faire ça. Chacun, il faut qu'ils fassent leur demande d'aide au logement séparément. Et du coup, il faut qu'ils renseignent, bon, s'il s'agit d'une colocation, le nombre de locataires qui vit dans l'appartement, dans l'ensemble de l'appartement, la surface totale du logement, et non pas que de la chambre. Il faut que ce soit la d'accord. superficie totale du logement et la part D'accord. du loyer qui paie, chacun. D'accord. Hein, voilà. Donc, c'est pas juste, en fait, partager un logement. Là, il y a vraiment une déclaration assez précise à faire sur ce cas de figure, en fait. C'est ça, tout à Ok. fait. Donc, maintenant, on va parler d'une autre question assez pratique. Est-ce que l'on peut être en colocation avec un membre de sa famille, par exemple son frère ou sa sœur? Oui, tout à fait. On D'accord. peut être en colocation avec son frère ou sa sœur, c'est assez fréquent, avec un cousin, une cousine, enfin, peu D'accord. importe. Oui, évidemment, on peut être colocataire avec un membre de sa famille et chacun aura son propre droit dès lors qu'on fait sa propre demande d'aide au logement. D'accord. Chacun aura son propre numéro allocataire, son propre dossier. Donc, maintenant, on va faire un petit résumé. Couple égale une seule demande. Colocation égale
une demande par personne et surtout, il faut déclarer la situation réelle. Et ça, c'est encore une fois un point essentiel pour pouvoir éviter les erreurs et surtout les régularisations par la suite. C'est ça. Maintenant, nous allons parler du versement. Une fois que le dossier a été traité, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une autre grande question qui en découle. Quand est-ce que l'aide au logement va être versée? Alors, il faut compter généralement 2 mois avant le premier versement. D'accord. Alors, il faut savoir que l'aide au logement n'est pas due pour le premier mois d'entrée dans le logement. D'accord, Voilà. ok. Il est dû donc à partir du mois suivant. Et en plus de ça, l'aide au logement est versée à terme échu, c'est-à-dire en début du mois d'après. Alors Sylvie, je vous aime beaucoup, mais c'est un peu fou. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, un jeune qui rentre dans son logement en septembre, si toutes les conditions sont remplies, il va pouvoir ouvrir un droit au mois d'octobre, qui lui sera payé en novembre. Début novembre. D'accord. Voilà. Et donc, le paiement de novembre, il va correspondre à l'aide du mois d'octobre. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Et donc, on le rappelle parce que c'est essentiel. La demande, elle doit être faite au moment de l'emménagement, quand on a les clés et que l'on commence à payer un loyer. Et pas avant. Ça, Sylvie, elle vous l'a dit. C'est ça. Dit, répétez. Donc, on va parler maintenant d'une autre question. Est-ce que l'aide, elle est versée directement à l'étudiant ou au propriétaire? Ah oui, ça, c'est vrai que... Alors, ça peut être les deux. Ah, c'est-à-dire que, voilà, l'aide peut être versée directement à la locataire, donc à l'étudiant, mais elle peut être aussi versée au propriétaire. Si le propriétaire souhaite effectivement recevoir directement l'aide au logement, l'aide sera versée directement au propriétaire. D'accord. Et donc, et si c'est le bailleur qui paie, qui reçoit en fait... Alors, si le bailleur reçoit l'aide au logement, il devra lui déduire de la part du loyer qui reste à payer, du loyer qui doit payer le jeune, en fait, la locataire. Donc, dans ce cas-là, donc dans ce cas-là, l'étudiant, il va payer uniquement le reste du loyer. C'est ça. D'accord, très bien. Maintenant, on va se concentrer sur la gestion du dossier. Une fois que la demande, elle a été faite, il y a encore quelques bons réflexes à adopter pour pouvoir bien suivre votre dossier. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des choses à faire juste après la demande, Sylvie? Alors oui, ce qu'on conseille effectivement, c'est que dès lors qu'on fait sa demande d'aide au logement, on a la possibilité de télécharger le récapitulatif. Oui, donc, ce qu'on conseille, c'est de l'imprimer, de le garder. Oui. Si toutefois il y a un problème informatique, que vous puissiez avoir une trace effectivement de cette démarche-là. D'accord. Voilà, parce que peut-être on va se répéter, mais la demande d'aide au logement n'est pas rétroactive. Oui. Hein. Donc c'est important d'avoir la date de la démarche, de la première démarche que vous avez effectuée. Voilà. Et donc ça, c'est une preuve effectivement de cette démarche-là. Ok, et pour pouvoir suivre l'avancement du dossier, ça va se passer comment concrètement? Alors, tout est fait en ligne, dans l'espace Mon compte sur caf.fr ou l'application mobile CAF Mon compte. La rubrique Suivre mes démarches permet de voir l'avancement de sa demande directement et le traitement des éventuels documents transmis. D'accord, donc c'est vraiment l'outil à privilégier pour savoir où en est votre dossier. Et donc, c'est pas nécessaire de relancer ou d'envoyer plusieurs fois, j'imagine, les mêmes documents. Exactement, il ne faut pas doubler les envois, ni par courrier, ni en ligne. Il ne faut pas non plus renvoyer plusieurs fois les mêmes pièces. C'est inutile, en fait. Cela peut, au contraire, ralentir le traitement du dossier. Ah ben oui, puisque ça fait des doublons. Donc, on va vous faire un petit récapitulatif de cette étape clé. Téléchargez et conservez votre récapitulatif de demande en PDF. Suivez son avancement en ligne depuis votre espace Mon compte. Le mieux, c'est de télécharger l'application CAF Mon compte et n'envoyez pas plusieurs fois les mêmes documents. Ce n'est pas nécessaire, ça risquerait de ralentir votre demande. Maintenant, concentrons-nous sur les bons réflexes et ce qu'il faut faire et surtout à éviter.
On va s'arrêter sur un point important. Il y a beaucoup de points importants, mais il faut les souligner. Les bons réflexes à adopter pour pouvoir éviter les erreurs dès la demande d'aide au logement. Donc on l'a bien vu, hein, la première erreur, elle consiste à faire sa demande trop tôt, avant l'emménagement. Mais concrètement, une fois, Sylvie, qu'on est au bon moment, quels sont les points de vigilance? Alors, il y a un point essentiel, c'est que dans la majorité des cas, lors de la demande, lorsque vous effectuez votre demande, la CAF ne vous demande pas de documents. D'accord. Donc, ce n'est pas nécessaire d'anticiper en envoyant des justificatifs qu'on ne nous a même pas encore demandés. Exactement. Donc, envoyer des documents non demandés est inutile et peut encore une fois ralentir le traitement du dossier, au contraire. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, le bon réflexe, il est très simple. Hein. Vous envoyez uniquement les pièces qui vous sont demandées et seulement à ce moment-là, et si elles vous sont demandées, bien évidemment. Hein. D'accord. Voilà. Autre point très concret, mais qui a de vraies conséquences, la réception du courrier. Donc, nous constatons régulièrement que des courriers sont retournés, c'est-à-dire qu'ils nous reviennent, parce que le nom de l'étudiant n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres. Ah oui, ça Voilà. c'est embêtant. Donc, dès l'entrée dans le logement, c'est très important de mettre son nom sur la boîte aux lettres, nom et prénom. Ça paraît Voilà. anodin, mais ça a des conséquences. Ah oui, tout à fait. Donc là, ça veut dire en fait que le courrier vous retourne, c'est que il ne peut pas être distribué. Alors, si les courriers ne peuvent être distribués, donc effectivement, cela peut entraîner une interruption au niveau du droit. Ah oui. Hein, voilà. Donc, dans un réflexe simple, donc encore une fois, dès l'entrée de votre logement, vous inscrivez votre nom et prénom sur la boîte aux lettres de manière à ce que le facteur puisse mettre le courrier dans votre boîte aux lettres. D'accord. Donc, au-delà de la demande, il y a aussi toute la gestion du dossier dans le temps. Quels sont les bons réflexes pour pouvoir éviter des problèmes? Alors, les bons réflexes, et pour nous, c'est essentiel pour pouvoir échanger au mieux, sans pour autant envoyer des courriers, mais avoir une réponse rapide, c'est effectivement de mentionner votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Voilà. S'il y a un souci quelconque sur le téléphone, notre premier réflexe à nous, c'est d'appeler. Donc, c'est de vous appeler de manière à avoir une réponse et de ne pas bloquer le dossier. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est assez important de mentionner donc, ces deux éléments, téléphone et adresse mail. Évitez de mettre les coordonnées les mêmes que celles de vos parents. Ah ben oui, parce que ça peut faire ça peut créer des anomalies, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Ok. Et il faut aussi pouvoir suivre sa situation personnelle. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, l'aide est calculée en fonction de votre situation réelle. Donc, dès qu'un changement intervient, durant l'année, il doit être déclaré immédiatement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Donc, par exemple, un début ou un arrêt d'études, il faut le signaler. Un arrêt ou un emploi qui arrive, il faut le déclarer. Une mise en couple ou une séparation, donc dès que vous allez être en couple, vous allez être séparés. Dès que vous déménagez, effectivement, il faut le signaler. Si vous avez un logement pour lequel vous allez louer, il faut refaire une demande d'aide de logement, ça on l'a assez dit. Oui, parce que si je peux me permettre, Sylvie, déclarer un changement d'adresse, ça ne va pas suffire. Ah, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on déclare un changement d'adresse qu'on connaît toutes les caractéristiques de votre logement. C'est la demande d'aide de logement qui va apporter ces informations. Concrètement. Voilà. Donc, il faut faire systématiquement une demande d'aide de logement. Et si je peux me permettre, permettez-vous. Même si vous déménagez dans la même résidence, si vous allez dans la porte en face, vous changez donc de logement et vous devez faire une demande d'aide au logement. D'accord, c'est très clair, Sylvie. Maintenant, quelles sont les conséquences si ces changements-là, ils ne sont pas déclarés? Parce qu'il y a forcément des personnes qui passent à côté. Alors, tout à fait. Si vous déclarez tardivement un départ, à ce moment-là, il peut y avoir un trop perçu qui est calculé. Ça, c'est terrible. Et pour le coup, il va falloir rembourser des sommes pour lesquelles vous n'avez pas droit, en fait. Alors, pour ne pas que ça arrive, Sylvie, comment est-ce qu'on va déclarer les changements? Alors, tout se fait encore en ligne. Hein. Le plus simple, c'est la ligne. Ce n'est pas la peine de se déplacer. Vous allez en ligne sur mon compte sur caf.fr ou sur l'application mobile CAF, mon compte. Voilà. OK. Et il faut surtout, si je peux me permettre, Sylvie, aller dans « Déclarer un changement » et de mettre à jour la situation.
Et justement, on va donner un dernier conseil pratique. Donc, nous vous recommandons donc de télécharger l'application CAF Mon Compte et le lien, il sera disponible dans le module de conversation. Cette application permet d'activer des notifications. Oui, et ça permet d'être alerté au bon moment s'il y a changement ou des pièces, etc. sur le dossier. Donc maintenant, on va faire un petit résumé. N'envoyez que les documents demandés. Assurez-vous de pouvoir recevoir vos courriers. Suivez votre dossier en ligne sur caf.fr ou l'application CAF Mon Compte. Mettez à jour vos informations. Déclarez immédiatement tout changement. Et surtout, utilisez l'application pour pouvoir rester informé. Ces réflexes sont indispensables pour que votre demande d'aide au logement soit versée sans difficulté. Maintenant, on va faire un petit focus, Sylvie, sur les autres aides. On l'a vu tout au long de cet échange que l'aide au logement, elle est essentielle. Mais il faut savoir que la CAF, ça ne s'arrête pas là. Quelles sont les autres aides dont les jeunes peuvent bénéficier en fonction de leur situation ? Alors, effectivement, il existe plusieurs aides complémentaires et elles sont souvent méconnues donc, par les jeunes. Donc, elles peuvent intervenir à différents moments du parcours du jeune pour compléter ses revenus, parce qu'évidemment, quand on est étudiant ou quand on est jeune, on n'a pas forcément les revenus qu'il faut pour financer un projet quelconque ou pour faire face à une difficulté. D'accord. Donc, commençons par une aide qui est assez connue, la prime d'activité. Qui peut en bénéficier? Alors, la prime d'activité s'adresse aux jeunes qui travaillent. Il faut avoir au moins 18 ans et exercer une activité professionnelle. Pour les étudiants ou les apprentis, il y a une condition supplémentaire. Il faut percevoir un revenu minimum autour des 1 100 € net par mois. Donc, si je comprends bien, tous les étudiants salariés ne sont pas éligibles. Exactement. Un petit job étudiant avec quelques heures par semaine ne permet généralement pas d'y accéder à cette prime d'activité. D'accord. Voilà. En revanche, dès que l'activité devient plus importante, cela peut être intéressant et la prime est versée donc, tous les mois et recalculée tous les 3 mois en fonction des ressources donc, du jeune. D'accord. Donc, toujours pareil, on fait une simulation sur caf.fr pour voir si on est éligible à cette aide. C'est ça. Ok, merci beaucoup Sylvie. Maintenant, parlons d'une autre aide qui va être pour les jeunes, le BAFA. Alors oui, c'est une aide donc, intéressante aussi pour les jeunes qui souhaitent travailler dans l'animation. Voilà. Donc la CAF de l'Hérault propose une aide locale de 100 € versée dès la validation de la première session de formation. Et cela s'ajoute une aide nationale d'environ 200 € versée donc à la fin de la formation. D'accord. Et donc, ne vous inquiétez pas, nous vous mettrons le lien de la page avec toutes les informations sur le BAFA directement dans le module de conversation. On pense souvent au RSA pour les adultes. Mais est-ce que ça existe aussi pour les jeunes? Alors oui, le RSA jeune existe, mais dans des conditions assez strictes. Donc le RSA jeune actif est accessible aux 18-25 ans à condition d'avoir déjà travaillé. Et plus précisément, il faut justifier d'environ 2 ans d'activité à plein temps sur les 3 dernières années. D'accord, donc c'est vraiment pas une aide pour tous les étudiants, classique. Alors non, c'est vraiment destiné aux jeunes qui ont déjà eu une expérience professionnelle significative et qui se retrouvent sans revenus suffisants. D'accord. Donc toujours pareil, le conseil c'est la simulation. Faire une simulation sur le caf.fr. Il y a aussi des situations qui sont un peu plus personnelles. Certains jeunes, ils peuvent rencontrer des difficultés. Est-ce que là, Sylvie, on pourrait faire un petit focus? Alors oui, dans ces cas-là, il existe des dispositifs d'accompagnement, souvent gratuits et bien évidemment confidentiels. Par exemple, il y a les points d'accueil écoute jeune, les PAEJ. Il peut y avoir aussi, alors nous on sait qu'on les renvoie aussi sur le service social du Crous, ça peut être un service aussi qui peut les aider, et l'espace jeunesse qui est l'ancien CRIJ. Donc ce sont des lieux financés en partie par la CAF où les jeunes peuvent être écoutés, conseillés et orientés.
Donc là, on ne va pas être sur une aide financière, j'imagine, c'est plutôt un accompagnement? Exactement. D'accord. L'objectif, c'est d'accompagner ces jeunes face à des situations de mal-être, des difficultés personnelles ou familiales, comme ça peut arriver, hein. D'accord. La CAF, donc, elle peut vous accompagner et financer des projets qui sont portés par des jeunes. Cela peut être donc dans des domaines assez variés, la culture, le sport, la solidarité ou notamment le numérique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir l'initiative et aussi l'autonomie des jeunes. Donc là, si on veut résumer, la CAF va pouvoir vous aider, notamment à payer votre loyer, mais aussi à compléter vos ressources, à vous former, notamment avec l'aide du BAFA, et surtout vous accompagner et financer une partie de vos projets. Alors oui, en effet, et le point clé à retenir, Oui. donc ce sera celui-ci. Chaque situation est bien évidemment différente. Il est important de vérifier ses droits régulièrement en faisant, encore une fois, une simulation sur le CAF.fr. Merci beaucoup Sylvie, je tenais personnellement à vous remercier pour cet échange et merci aussi pour toutes ces explications. Donc si nous devons résumer, il faut retenir 3 choses essentielles. Attention, écoutez bien. Faire une simulation, effectuer sa demande au bon moment et déclarer toute évolution de situation. Nous continuons donc à répondre à vos questions dans le module de conversation jusqu'à 20 h. D'ici quelques jours, n'oubliez pas, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce chat ainsi que l'ensemble des questions-réponses en ligne sur caf.fr dans la rubrique Ma CAF ou sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre participation et nous vous disons à bientôt sur caf.fr. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Sylvie. avec Au plaisir, revoir. au revoir.